Mais c'est moi qui parle en premier. Donc, c'est bon. On peut débuter. Parfait. Que les gens, ce qu'on voit, si les gens se connectent tranquillement, les invités. Donc, on va commencer dans quelques instants. Merci à tous et à toutes d'être présents à ce webinaire du secteur hôtelier qu'on a intitulé « Vous distinguer par le développement durable ». Parfait. Donc, on commence. Super. C'est lancé. L'enregistrement est lancé. Donc, bienvenue à tous et à toutes à ce super webinaire du secteur hôtelier, vous distinguer par le développement durable. Donc, aujourd'hui, un webinaire sous forme de table ronde ou communément appelé panel, où nous allons s'entretenir avec Marius André, qui est directeur relations d'affaires chez Cohesio, Isabelle Duchesneau, qui est directrice fondatrice et chef de développement stratégique du monastère des Augustines, et Olivier Donzello, qui est copropriétaire de l'hôtel Nomade. Le webinaire va se dérouler comme suit. Donc, premièrement, on va faire on va recevoir Alupa Clark qui va donner un mot d'ouverture. Celui-ci tente de se connecter. S'il ne réussit pas dans les prochaines minutes, on va lui donner la parole après ma collègue Jordan qui va vous parler du fonds EcoLeader. Ensuite, du mot d'ouverture et de la présentation du fonds, on va par la suite présenter chacun des invités, quel est leur rôle au sein de l'entreprise. Et ensuite, on va partir avec le panel à laquelle je vais animer. Donc, un panel que vous aussi invitez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans l'onglet « Questions » qui est situé en bas de l'écran. Et ma collègue Jordan va pouvoir relayer les questions puisque par la suite, nous avons une période de questions, justement. Donc, et on va terminer avec le mot de la fin. C'est comme ça que ça va se dérouler. Donc, M. Clark, je ne crois pas qu'il est connecté. Donc, je vais passer immédiatement la parole à ma collègue Jordan qui va débuter avec le fond. Super, bien, merci Jean-Charles. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est super apprécié. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprendre au moins une chose là, en ressortant de ce webinaire. Donc, rapidement, là, on voulait vous présenter qu'est-ce que le fonds EcoLeader, en fait, comment on peut vous aider, pourquoi on est là, en fait, à ce webinaire-là. Donc, rapidement, là, le fonds EcoLeader, notre objectif, c'est de vous orienter dans l'amélioration de votre bilan environnemental et l'augmentation par le fait même de votre compétitivité. Donc, on est vraiment là, notre niche, c'est vraiment le développement durable. C'est vraiment notre créneau. Donc, nos services sont 100% gratuits. Donc, nous, on va vous accompagner à trouver des sources de financement. Ça peut être de l'expertise, conseil pour vraiment concrétiser votre projet éco-responsable. Que vous ayez une idée en tête d'un projet ou pas, on est vraiment là aussi pour, si vous n'avez pas d'idée, mais vous guider à identifier des axes d'amélioration de votre performance environnementale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'avez pas une idée concrète et que vous voulez simplement peut-être regarder ce qui est possible. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, justement, regardez par la suite qui peut vous aider au niveau là, d'une expertise, puis s'il y a de l'aide financière qui est disponible. Donc, on est vraiment un réseau d'agents partout au Québec. Moi et mon collègue Jean-Charles, on est pour la capitale nationale. Donc, on est vraiment ancré dans notre réseau. Puis, on connaît super bien là, les acteurs, les gens qui gravitent autour de nous. Donc, on est vraiment la porte d'entrée de l'éco-responsabilité. On va vraiment vous guider vers les meilleures ressources pour vous aider à concrétiser votre projet. Puis, notre mission, c'est vraiment justement de vous guider vers les meilleures ressources pour favoriser la réalisation de votre projet éco-responsable.
Donc, on a même un super site web que je vous invite à aller faire un petit tour. Donc, on a vraiment un répertoire d'experts et aussi un répertoire de programmes de financement. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Puis ensuite de ça, nous, c'est vraiment là qu'on rentre en ligne de compte. On est vraiment là pour vous aider à faire le tri là-dedans puis trouver ce qui est le mieux pour votre projet. On a aussi une 50aine d'articles de blog, de vidéos qui peuvent vous aider à trouver de l'inspiration. Donc, c'est des gens qui ont fait des projets éco-responsables. Donc, ça peut vous aider à vous inspirer. Puis, des gens qui sont dans votre domaine qui ont fait un projet. Ensuite de ça, je voulais rapidement vous parler là, de financements qui sont disponibles pour votre secteur. Donc, tout d'abord, il y a le Fonds d'aide aux touristes. Donc, c'est pour les projets qui aident le secteur à adopter des pratiques plus écologiques. Vous pouvez obtenir une subvention jusqu'à 100 000 et un prêt jusqu'à 500 000. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs critères d'admissibilité. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller regarder plus en profondeur, n'hésitez pas justement à nous contacter pour qu'on regarde ça ensemble. Ça va nous faire plaisir, c'est ça notre travail. Puis ensuite, je voulais vous présenter Éco-Performance. Donc, c'est pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre et puis votre consommation énergétique. Il y a 2 volets. Il y a celui de l'analyse et de l'implantation. Donc, c'est vraiment si vous souhaitez faire l'efficacité énergétique au sein de votre bâtiment. Pour le volet analyse, dépendant de l'ampleur de votre projet, vous pouvez obtenir de 25 000 à 50 000 en subvention, ce qui est quand même assez considérable. Puis, pour le volet implantation, vous pouvez aller là, jusqu'à quasiment 10 millions de dollars en subvention, ce qui est vraiment super. Ça peut sembler complexe comme processus pour obtenir la subvention, mais on croit que ça vaut vraiment la peine, considérant que c'est un gros montant. Donc, on vous invite justement à nous contacter si vous voulez plus d'informations. On peut regarder avec vous s'il y a d'autres sources de financement, bien évidemment, puis si vous cadrez dans les financements qu'on vient de vous présenter. Donc, je vous invite justement à nous contacter. Nos coordonnées sont juste ici. Sinon, ils sont aussi sur le site là, du Fonds EcoLeader. Donc, n'hésitez pas là, à nous contacter là, suite au webinaire. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Puis, bon webinaire. J'espère que vous allez apprécier. Donc, merci beaucoup, Jordan, pour cette brève présentation. Et le directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec se joint à nous, Alupa Clark, que je vais laisser la parole, en fait, pour un mot d'ouverture qui s'adresse à nous tous. Donc, lorsque vous êtes prêt, M. Clark, la parole est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Parfait, très heureux. Je suis très contente avec vous ce matin. Puis je voudrais d'abord dire bonjour à tous les membres de l'Association hôtelière qui se sont joints à nous aujourd'hui pour l'heure du dîner. J'aimerais également remercier chaleureusement toute l'équipe du Fonds EcoLeader de la province, mais aussi l'équipe de Québec en tant que telle, de la région. On travaille en collaboration avec eux depuis quelques mois, puis on veut construire une structure forte où on va être en mesure d'aider l'ensemble des établissements d'hébergement de la région de Québec à aller de l'avant avec des mesures cadres qui vont nous permettre d'avoir une destination verte. Je voudrais remercier la présence avec nous aussi de M. Donzelot, de l'Hôtel Nomade, qui ont fait des percées assez extraordinaires avec leur hôtel, puis qui sont dorénavant des experts, un leader dans la région. Aussi à Mme Duchesneau du Monastère des Augustines, une institution historique et incroyable, un bel hôtel aujourd'hui à Québec. Donc, merci de votre présence. Puis aussi M. Coseo. On se connaît moins, mais je vous remercie d'être là quand même, ainsi que tous les autres collaborateurs. Puis je voudrais juste terminer en disant que le CA, tous les membres du conseil d'administration vous saluent. Et sachez, chers membres, que ce n'est qu'un début parce qu'avec le Fonds d'EcoLeader, on va pouvoir faire d'autres webinaires à différents moments et puis on va s'assurer d'avoir un suivi pendant la prochaine année. Puis d'ailleurs, avec Robert Mercure de Destination Québec Cité, on travaille en collaboration pour 2023 pour faire sûr qu'au niveau du tourisme durable, des index internationaux, que Québec devienne une destination verte. Puis ça va être important que les établissements et que tous les établissements d'hébergement emboîtent le pas, mais on va être là pour vous aider puis vous supporter. Donc, moi, je vais devoir vous quitter malheureusement. Je suis à Montréal pour une réunion justement avec mes vis-à-vis de l'Association hôtelière du Québec et de Montréal pour discuter, entre autres, du tourisme durable. Donc, merci beaucoup de votre présence, puis merci aux panélistes, puis très bon panel. Merci à vous. Merci, M. Clark. Merci pour votre brève participation. Ce fut un honneur. Donc, on va continuer pour la suite des choses avec nos invités. Donc, attention, on se dirige vers vous. Merci d'abord d'être là à ce webinaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, d'entrée de jeu, avant qu'on lance officiellement la table ronde de questions, j'aimerais que chacun d'entre vous vous présentez et que vous énonciez peut-être quel est votre rôle au sein de l'entreprise
et présenter brièvement votre entreprise. Voilà. Donc, je vais commencer d'entrée de jeu avec Isabelle. Donc, Isabelle, parle-nous un peu plus de ton rôle et du monastère en tant que tel. Merci Jean-Charles. Bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour parler de développement durable, un sujet qui me tient à cœur. Moi, je suis avec le monastère depuis ses tout débuts, c'est-à-dire depuis 2012. En fait, le monastère a ouvert ses portes en 2015. Moi, je suis arrivée en 2012 pour y monter, bâtir le modèle d'affaires. Donc, j'étais la première personne là, au sein de l'organisme à but non lucratif là, qui avait été créé. Et donc, bâtir le modèle d'affaires, sa mise en œuvre, le démarrage et le développement. Donc, j'ai été directrice générale là, jusqu'au début de cette année pour laisser la place à une de mes collègues pour prendre les affaires courantes, je dirais, et moi, me laisser la place à continuer à faire le développement stratégique du monastère. Donc, ça devenait comme un petit peu trop pour une seule personne. Donc, on fait le travail à deux. Et donc, je suis encore évidemment très impliquée dans le monastère, mais j'ai laissé un petit peu de côté là, plus les ressources humaines et le côté financement, bien que je suis encore impliquée, mais plus pour me concentrer sur le développement stratégique. Le développement durable est au cœur, évidemment, du développement du monastère. De façon très, très courte, le monastère des Augustines, un simple rappel que c'est un projet qui est né du désir et de l'intention de la communauté des Augustines à faire leur legs à la communauté, donc un legs patrimonial, un legs de patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Donc, elles ont légué à la population du Québec, donc c'est votre legs à vous tous, des bâtiments historiques qui représentent le premier hôpital fondé au nord du Mexique, en Amérique du Nord. Elles ont légué 1 kilomètre d'archives et 50 000 objets de collection. Donc, c'est un patrimoine fondateur exceptionnel. Évidemment, il y a une mission culturelle et une mission sociale très importante. Les sœurs léguaient, comme je disais, leur patrimoine immatériel aussi, c'est-à-dire tout leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs valeurs qu'elles ont mis en place et qu'elles voulaient qui se perpétuent. Puis une mission sociale, donc avec une intention qu'on prenne soin de ceux et celles qui prennent soin. Donc, tout ça pour vous dire qu'il fallait trouver un modèle qui se tienne, c'est-à-dire un modèle qui soit viable économiquement parlant aussi. Donc, le modèle a été créé sur le modèle d'affaires sur un modèle hôtelier. Et donc, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est 65 chambres, des salles multifonctionnelles, évidemment un musée, un centre d'archives, mais au-delà de ça, une restauration, une boutique, une programmation en santé globale et culturelle. Et on poursuit la mission des sœurs, mais de façon moderne et contemporaine, en s'occupant du bien-être individuel. Donc, les gens viennent évidemment au monastère pour prendre soin d'eux. Et donc, on est comme un centre de bien-être. Donc, voilà, pour la grande histoire très, très courte. Merci pour ce bref aperçu. Maintenant, je vais passer la parole à M. Olivier Donzello pour l'Hôtel Nomade. Oui, bonjour. Merci à tous d'être présents et de vous intéresser au sujet. Olivier Donzelot, donc propriétaire de l'Hôtel Nomade depuis, on va dire, depuis 9 ans, à quelques jours près. Ça s'appelait Château Fleur de Lys jusqu'à il y a 2 ans. On a fait un changement de nom en courant de la pandémie pour se rapprocher un petit peu de ce qu'on avait envie depuis le début. C'est-à-dire que quand on a acheté l'hôtel, et Romuald et moi, on est 2 propriétaires, avions eu des carrières déjà bien remplies en Europe. Et on a toujours eu envie de créer un établissement qui nous permette de nous amuser. On n'était pas forcément à la recherche du plus gros profit, le plus instantané, etc. On cherchait à créer un hôtel, un lieu différent de ce qu'on peut trouver dans l'hôtellerie. Donc, depuis le début, je dirais, moi j'étais dans le marketing avant, donc on avait fait une étude de marché pour voir un petit peu quelle était l'offre sur Québec, et on a toujours essayé de se positionner différemment. On a toujours eu aussi, si vous voulez,
la volonté d'avoir une entreprise. On est une entreprise familiale, c'est-à-dire qu'on est deux propriétaires, on est une petite structure et on fait attention à notre équipe, à nos collaborateurs, et on a toujours eu une vision un petit peu. Alors, il faut faire attention de ne pas tomber dans du paternalisme, surtout quand on est une petite entreprise, mais on a toujours eu une vision, je dirais, d'associer notre monde à notre développement et à faire les choses un petit peu intelligemment. Donc, c'est comme ça qu'on a, par exemple, même sur une toute petite entreprise, on a une assurance santé collective, on a des salaires annualisés et non à l'heure, c'est-à-dire que les gens savent exactement combien ils gagnent chaque mois, etc. Et voilà. Et puis, je dirais que sur le développement durable, c'est quelque chose où en Europe, on est un petit peu plus sensibilisé. C'est-à-dire que moi, je suis d'origine franco-suisse. Depuis tout petit, quand vous marchez dans un sentier en Suisse, on vous dit de ramasser le papier de bonbons que vous allez voir au bord du sentier, etc. Et c'est quelque chose que je fais depuis 55 ans, on va dire. Je dirais qu'on a une sensibilité quand même à l'écologie et au développement durable. La COP à Paris a été un déclencheur. La COP à Londres a été un autre gros déclencheur quand vous entendez des leaders qui parlent de carboneutralité à un horizon à 40 ans, 50 ans. Vous dites la maison brûle. Dans 50 ans, ce sera peut-être un peu tard. Donc, et puis tout ça a fait que, il y a un moment, on a réfléchi, puis on a mis un projet sur pied, puis on s'est dit, OK, maintenant on le fait. Et au-delà de le faire pour faire, je dirais, être différent des autres, on le fait aussi. Moi, je le fais. J'essaye de m'investir vraiment pour faire adhérer nos collègues à la démarche. Alors, c'est pas simple parce qu'on sort de 2 ans de pandémie, donc économiquement, c'est un peu compliqué pour certains, comme ça l'est pour nous, sauf qu'on n'a plus le temps d'attendre. Donc, je pense et je crois qu'on a des rôles, il y a Isabelle, nous, etc., de locomotive à jouer pour aller secouer un petit peu les neurones de nos collègues. Donc, voilà. Exactement. Et on va en discuter tantôt. C'est ce qui est pas mal au cœur de notre panel de discussion aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon. Et comme dernier invité, nous avons Marius André, qui est directeur des relations d'affaires chez Cohesio, qui vient jouer le rôle d'expert ce midi dans notre webinaire. Donc, Marius, parle-nous un peu de toi et de ton rôle, s'il vous plaît. Merci Jean-Charles, puis merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, difficile de suivre Olivier et Isabelle avec tout ce que vous avez dit, c'est excellent. Là, je ne rajouterai pas grand-chose pour la présentation. Cohesio, donc nous, on est une firme d'experts conseils en stratégie et gestion du développement durable. On vit pour entendre ce genre de choses aujourd'hui entre Olivier et Isabelle. C'est notre raison d'être, d'accompagner des entreprises à cheminer pour arriver et atteindre ce niveau de leadership. Donc, on est une quinzaine d'experts et expertes en stratégie et gestion du développement durable. Donc, on a 2 pratiques. On fait tout ce qui est vraiment planification stratégique en développement durable, en ESG qu'on peut appeler aujourd'hui, tout ce qui est diagnostic, benchmark, puis scénarisation. Puis, on a une pratique plus technique où on touche à tout ce qui est bilan de gaz à effet de serre, approvisionnement responsable, gestion des matières résiduelles, cycle de vie, communication aussi responsable. On existe depuis 2012, mais on fait du développement durable depuis 2002, du conseil en développement durable. En fait, Francine Craig notre fondatrice, travaillait chez Fondaction, le bras qui s'appelle Novaction à l'époque, donc en diligence raisonnable. Puis par la suite, elle a coordonné le projet BNQ 21000, donc projet de normes québécoises en développement durable de 2005 à 2009-2010. Puis Cohesio a été fondé en fin 2012, début 2013. On accompagne des entreprises du secteur privé, en fait, secteur privé. Entreprise plutôt privée québécoise, PME, notre cible étant le middle market, là, donc vraiment PME familiale qui ont des pressions externes et internes dans l'intégration du développement durable. Puis, on le fait à travers des démarches en général sur plusieurs années. On garde nos collaborateurs et clientèle sur plusieurs années parce que c'est un sujet qui est long, qui est complexe à aborder et c'est de l'amélioration continue. Donc qui suppose du travail année après année. Donc voilà qui on est. Et mon rôle chez Cohesio, directeur relations d'affaires. Donc moi, je me suis associé à Cohesio en 2017 et depuis, mon rôle a évolué, bien entendu, mais depuis environ 2 ans, je travaille à identifier les opportunités de collaboration et accompagner le plus notre clientèle à s'améliorer dans ces sujets. Merci beaucoup, Marius.
Donc, ça fait un peu le tour de table de nos invités. Encore une fois, merci d'être là. Pour ceux et celles qui viennent se joindre à nous au webinaire, bienvenue. Mon nom est Jean-Charles, je suis animateur pour le webinaire. Et nos trois invités, Isabelle Chéneau, directrice, fondatrice et chef développement stratégique du monastère, Olivier Donzello, qui est copropriétaire d'Hôtel Nomade, et Marius André, qui vient de présenter, qui est directeur relations des affaires chez Cohésio. Donc, pour passer à la suite des choses, maintenant, nous allons discuter ensemble dans notre table ronde, notre formule panel. Et j'ai une première question pour vous. En fait, nécessairement pour débuter, je vais m'adresser davantage à nos deux invités qui sont un peu plus, qui sont dans le domaine hôtelier. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, Isabelle et Donzello. Puis, je vais commencer d'abord avec Isabelle. Et on a parlé un peu du monastère en tant que tel, mais j'aimerais savoir quelles ont été les actions importantes, principales en matière d'éco-responsabilité que vous avez mis en place au sein du monastère pour mettre un peu de concret pour les inviter à savoir qu'est-ce qu'on peut réaliser de manière tangible. Oui, bien Jean-Charles, écoute, dans un premier temps, moi, c'est en toute humilité que je m'adresse à vous parce que quand on regarde l'histoire des Augustines, on s'aperçoit qu'on n'a rien inventé du développement durable, de l'économie circulaire et autres. Ça a toujours fait partie du principe de gestion des Augustines qui ont géré 12 monastères hôpitaux depuis 1639 jusqu'en 1965. Ça a toujours fait partie de leur valeur, l'utilisation responsable de leurs ressources. Étant donné qu'on a repris évidemment le monastère dans sa version contemporaine et moderne, c'était un incontournable pour nous de poursuivre dans ce chemin-là. Je veux dire, c'était une nécessité. Alors, elles nous ont inspirés, elles nous inspirent encore aujourd'hui à y aller dans ce sens. Donc, dès le départ, de façon plus concrète, d'abord, le monastère a dû être complètement réhabilité. Donc, c'est une réhabilitation d'un bâtiment patrimonial de près de 400 ans. C'était pas rien. C'est un bâtiment fondateur, un des plus importants bâtiments patrimoniaux au Canada et même en Amérique du Nord. Et les architectes, on a beaucoup travaillé le contenant-contenu, j'aime dire ça comme ça, donc les architectes et nous, de façon concrète pour amener ce projet-là de façon durable. Donc, au niveau du bâtiment, là, quelques actions concrètes, il y a 70%, il y a eu 70% de réutilisation et réinstallation de matériaux et du mobilier existant. Donc, on est allé vraiment dans, oui, c'est une reconversion d'un bâtiment, donc c'était pour une nouvelle vocation, mais on a réutilisé le maximum. Il y a eu aussi, évidemment, toute l'utilisation de matériaux éco-responsables, qu'on passe des solvants, de la peinture, etc. Chaque décision a été prise en ce sens. On a installé de la géothermie, de l'éclairage au DEL, processus de réoptimisation des bâtiments pour favoriser l'économie d'énergie, etc., etc. Là, je pourrais en nommer plusieurs au niveau du bâtiment, mais tout a été pensé en conséquence et on continue de s'améliorer. Récemment, on a fait le transfert là, vers du chauffage au gaz naturel renouvelable et on a décidé d'y aller, on ne pouvait pas y aller tout d'un coup à 100%, mais on a décidé d'y aller de façon croissante. Dans nos pratiques intégrées, maintenant, dès le départ, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en place. Donc, tout a été pensé en conséquence en passant par la politique d'approvisionnement local et éco-responsable, au système de matières résiduelles à 3 voies, l'installation de 2 ruches pour faire de l'apiculture urbaine, des bornes électriques, puis au niveau des pratiques aussi de conciliation travail-vie personnelle pour nos employés. Donc, le bien-être des employés, on a mis énormément de programmes là, qui favorisent le bien-être des employés. Il faut savoir aussi, j'ai parlé de ruches, là, mais les ruches, ce n'est pas pour rien. C'est un geste aussi qui rappelle le patrimoine des Augustines, elles ont été dans nos premières apicultrices en Nouvelle-France. Et elles avaient importé des abeilles qu'on retrouve encore aujourd'hui
Donc, c'est toutes sortes de petits clins d'œil comme ça, évidemment, qu'on ajoute. On a une offre de produits et services, puis un programme en santé globale pour nos clients. Donc, ça, évidemment, on s'occupe du bien-être de nos clients. Juste un petit clin d'œil aussi, notre chef a fondé la première coop de producteurs et restaurateurs éco-responsables dans la province, donc qui favorise des circuits courts, mais aussi la viabilité là, pour les producteurs bio qui sont souvent petits. Puis on s'est associé avec plusieurs restaurateurs aussi de la ville de Québec là, pour favoriser, pour mettre en place cette coop-là. Puis finalement, puis là, bon, ça, ce ne sont que quelques exemples. Puis finalement, ben, on fait vivre une mission culturelle et une mission sociale. Donc, tous nos volets générateurs de revenus, que ce soit l'hôtellerie, les salles multifonctionnelles, la boutique, le restaurant, etc., c'est pour permettre de faire vivre cette mission culturelle et sociale-là. Donc, on est vraiment dans un processus d'économie circulaire à ce niveau-là. Puis on redonne au suivant, puis c'est toujours pour le bien-être de la communauté. Mais notre mission culturelle, c'est d'abord la conservation et la diffusion du patrimoine culturel des Augustines par nos différentes initiatives. Mais juste d'entretenir un bâtiment patrimonial, vous pouvez vous imaginer ce que ça coûte. Et il n'y a personne demain matin, moi je dis toujours, il n'y a personne demain matin qui s'ouvre un musée et un centre d'archives. C'est quand même, mais on a comme je le disais, d'entrée de jeu, les Augustines représentent, le patrimoine des Augustines représente un patrimoine fondateur fort important de l'Amérique du Nord et il faut le conserver pour les générations futures. Puis la mission sociale, c'est de prendre soin de ceux et celles qui prennent soin. Donc, on a des programmes de répit pour les proches aidants et on a des programmes de ressourcement pour nos soignants. Là, c'est sûr que la pandémie a tout mis ça en lumière, mais ça fait longtemps que les sœurs nous demandent cette intention-là. Et dès le départ, même en 2012, dans le modèle d'affaires, il fallait se préoccuper de ce volet-là. Donc, à très peu de frais, là, juste pour vous donner un exemple, pour 30 $ la nuit, un proche aidant peut venir se loger, se nourrir 3 fois par jour, participer à nos programmes de yoga, tout le programme de santé globale, est accompagné par un bénévole pour de l'écoute active, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met en place comme ça, là, et on a une politique de tarification accessible pour tous, je dirais. Donc, on a vraiment une tarification à différents niveaux pour rendre le monastère le plus accessible possible. Ce sont quelques exemples d'entrée de jeu. Bien, merci. On pourrait continuer encore davantage. Merci Isabelle. Puis, je mets le point sur l'importance des archives, le devoir de mémoire que les Augustines nous ont apporté, qui est vraiment important à conserver pour la suite des choses. Donc, oui, merci beaucoup. Je passe maintenant à M. Donzello. Vous, votre cheval de bataille, c'est la carboneutralité. Donc, votre entreprise est maintenant carboneutre, si je ne m'abuse. Parlez-nous un peu. Je comprends qu'il y a des actions que vous avez mises en place qui ressemblent beaucoup peut-être au monastère, mais parlez-nous un peu de votre expérience vers le chemin de la carboneutralité. En fait, la carboneutralité, je dirais que c'est un chemin que tout un chacun peut entreprendre assez facilement au Québec. Il faut voir qu'on est quand même un des endroits où l'énergie électrique, hydroélectrique est le moins cher, le moins cher au monde, et là en quantité. Donc, en fait, il faut faire attention entre carboneutralité et puis éco-performance aussi, parce qu'il ne s'agit pas de se dire, c'est pas parce que c'est pas cher, c'est free for all, allons-y, dépensons. Donc, c'est deux choses à faire. Donc, nous, on a déjà entrepris, si vous voulez, au moment où on a acheté l'hôtel, on a fait une rénovation de l'intérieur de l'hôtel où on a refait l'électricité, on a refait les modes de chauffage, on a refait les systèmes de chauffage d'eau, etc. Et l'hôtel fonctionne aujourd'hui 100% électrique. Il y a zéro énergie fossile qui rentre dans le fonctionnement de l'hôtel. La seule énergie fossile, c'est sur la déneigeuse du parking et dans la voiture de compagnie qui est hybride rechargeable. Donc, et tout le reste, on est en 100% électrique. Alors, on est une petite entreprise, donc on avait différents chantiers, différents axes. Et je suis assez partant pour la politique des petits pas. C'est-à-dire, au lieu de se dire, et puis de financer mon développement avec
avec mes deniers plutôt que de faire de la cavalerie et puis de s'endetter par-dessus la tête. Donc, en fait, on a fait tout ce qui était intérieur. Ça s'est fait. Et il y a aujourd'hui, pour notre gros chantier et puis notre gros challenge maintenant, c'est l'éco-performance. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui a 140 ans. Il y a des huisseries qui sont en aluminium qui ont été installées dans les années 60, ce qui est je dirais, ce qui est la pire des choses que qu'on puisse faire en termes d'éco-performance ici au Québec, puisque ça conduit le froid, c'est-à-dire que vous avez le frima qui passe de fenêtre en fenêtre, etc. Donc c'est complètement absurde. En revanche, on est dans le Vieux-Québec et se lancer dans de la rénovation de fenêtres dans le Vieux-Québec, y compris s'il y a des programmes d'aide, c'est des centaines et des centaines de milliers de dollars pour changer des fenêtres, les faire de façon ancestrale, en bois, etc., dans le Vieux-Québec. Donc, j'ai bien entendu ce que disait Jordan, comme quoi vous aviez un fonds de financement d'éco-performance. Je vais vous contacter sur le sujet. Donc, ça, donc, carboneutralité, c'était 1, baisser notre consommation. 2, se faire certifier, c'est-à-dire évaluer où on en était à un moment, se faire certifier. Et 3, maintenant, je dirais, les chantiers, c'est être moins consommateur pour viser le zéro carbone à 2027 et en étant en plus un bâtiment faiblement énergivore. Donc, c'est un peu ça, c'est au niveau de la carboneutralité. Puis après, ce que je disais aussi tout à l'heure en préambule, c'est qu'on a aussi une vision un peu de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, où on fait en sorte que même si on a une petite équipe, on a une équipe qui a une ancienneté aujourd'hui, je pense, de 7 ou 8 ans, donc ce qui est assez remarquable dans l'hôtellerie. Donc, on fait en sorte que toute notre équipe adhère et puis se sentent bien chez nous. C'est-à-dire qu'on fait attention à notre équipe, tant au niveau sur le site quand ils sont au travail, mais aussi, par exemple, avec notre système de santé qui permet de couvrir aussi les familles, donc ce qui est quand même plutôt pas mal quand on considère que, par exemple, une femme de chambre n'a pas forcément une assurance maladie à la maison pour couvrir son conjoint, ses enfants, etc. etc. Donc voilà. Merci. Donc, merci à vous deux. On voit que vous avez vraiment entamé des démarches en développement durable, puis que le développement durable fait partie intégrante de votre philosophie, qui est vraiment au cœur de la philosophie de vos entreprises. Puis maintenant, je m'adressais plutôt à Marius, à savoir que lorsque vous accompagnez plutôt une entreprise, quelles sont les étapes clés pour une démarche réussie? On le sait que les entreprises pour aller réussir à faire les démarches comme Isabelle et M. Donzello ont fait, il faut qu'ils acceptent à changer. Et ce changement-là n'est pas nécessairement facile. Donc, comment faire pour changer? Puis quelles sont les étapes pour accepter ce changement puis aller de l'avant pour une démarche éco-responsable? Si je reformulerais ma question, oui. Comment faire pour changer? Vaste sujet. Je dirais que j'irai sur les étapes, puis c'est les étapes qui vont permettre le changement. Il y a des étapes clés, hein, il y a des incontournables lorsqu'on travaille avec une entreprise. Bien entendu, ça va varier en fonction de sa taille, son niveau de pression interne et externe face aux attentes de l'intégration du développement durable. On a deux personnes ici qui ont vraiment ce qu'on appelle des pressions intrinsèques, là, ou vraiment des pressions internes, ils souhaitent le faire depuis le début. Là, ça fait partie de leur vision, de leur mission. Et puis, il y a des entreprises qui vont avoir des pressions externes, qui vont être des pressions de donneurs d'ordre, de financiers, etc. Donc, c'est pas la même dynamique. Par contre, les étapes restent souvent les mêmes. On a une étape incontournable de réalisation de diagnostic, comprendre où est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait de bien, parce que les entreprises font souvent quelque chose de bien. Elles se rendent pas forcément compte. Sur plusieurs sujets, et pas que sur la performance environnementale, hein, la performance sociale, on l'a vu avec Isabelle, mission, impact, performance environnementale avec Olivier, sur des enjeux différents autant énergétiques que matières résiduelles, que eau ou biodiversité, par exemple. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, qui doit être fait avec l'entreprise et pas seul, là, on met en place des comités
avec diverses parties prenantes, donc des employés terrain, des employés de direction, une diversité de représentants aussi en termes de profil, donc genre, âge, origine, pour pouvoir avoir le plus de champions et de championnes internes. Une fois qu'on a fait ça, on est capable avec eux de dresser des priorités en fonction de l'industrie, en fonction des bonnes pratiques, bien entendu, et surtout de scénariser l'avenir. Et c'est là qu'on imagine avec les entreprises un avenir qui est engageant. Puisqu'on on a toute l'analytique qui est toujours très important, sortir des chiffres, sortir des données, démontrer le ROI, qu'il soit retour sur investissement, qu'il soit environnemental, social ou économique. Mais là où le changement se fait, c'est quand on arrive vraiment à motiver les gens sur une vision d'avenir et collective qui peut parfois paraître utopique là, à l'horizon 2030 ou 2050, mais qui est super importante. Donc, on travaille avec des scénarisations ou ce qu'on appelle des ateliers plus créatifs dans lesquels on va vraiment engager l'entreprise et les différentes parties prenantes, parfois même externes. On a même des partenaires qui viennent des entreprises à scénariser le rôle de l'entreprise dans un avenir durable. C'est quoi son rôle dans cette transition socio-économique qu'on vit pour arriver avec, à l'horizon 2030 ou 2050, avec une société qui est différente, qui est plus juste socialement, qui est plus juste environnementalement parlant, etc. Donc, ces étapes de diagnostic, de planification, de scénarisation sont clés. Puis, le nerf de la guerre, une fois qu'on a engagé le monde, c'est de la politique des petits pas. Moi, j'aime bien ça, je suis d'accord avec Olivier, mais cette politique-là ou cette règle-là, ça prend de l'engagement. Et pour cela, il faut que les gens puissent ensuite avoir les moyens nécessaires, donc du temps, ou des moyens financiers pour pouvoir déployer des actions. Et en général, ce buy-in-là, vient de la direction. Et nous, on est là pour les aider à les faire monter en compétences en gestion pour ne pas se perdre dans ces différents plans d'action et arriver à célébrer surtout les victoires au fur et à mesure, donc à 6 mois, 12 mois, 18 mois, pour par la suite être capable de potentiellement communiquer donc à l'externe de leur réalisation. Donc, c'est un peu les étapes clés et le changement se fait à travers. Puis le changement, il se fait de manière individuelle, c'est clair. Puis ensuite, il se fait de manière organisationnelle. Et les deux se font, bien entendu, en parallèle, mais on le voit apparaître et souvent dans nos accompagnements, si le changement individuel se fait trop vite par rapport au changement organisationnel, on a même des gens qui peuvent être ramenés à quitter parce qu'ils se rendent compte qu'eux ont changé, l'organisation n'est pas encore prête. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire en même temps, c'est très important. Donc, c'est des portes des vases communicants. OK. Merci beaucoup, Marius. Le temps file quand même malgré nous et j'aimerais aborder vraiment un enjeu très important de ces dernières années qui est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on le sait que la plupart des entreprises ont de la difficulté à recruter. Et j'ai une question pour davantage Olivier et Isabelle. Est-ce que vous pensez que le fait que vous avez adopté des démarches depuis plusieurs années déjà, est-ce que ça vient favoriser peut-être, attirer plutôt des employés qui voudraient venir bonifier puis venir travailler pour embrasser vos valeurs? Je vais passer la parole à Olivier. Tiens, ouais, pardon, j'ai comme… Alors, je dirais pour recruter, je suis pas convaincu. En plus, on le met dans les bénéfices que tirent les gens, mais je suis pas convaincu que les gens se rendent compte vraiment du levier. Par contre, en rétention, je pense que c'est un bon moyen. C'est-à-dire que une fois que les gens se rendent compte que tous les mois, par exemple, nous, on a un système pour les postes clés de salaire mensualisé avec des revenus mensualisés qui tombent tous les mois, qui est de l'activité, qui n'est pas d'activité. Par exemple, là, au mois de novembre, on a été fermé, mais toute notre équipe, bon, il y a eu des compensations de congés, mais toute l'équipe a touché son salaire plein sur le mois de novembre. Et on l'a fait pendant tout le Covid, par exemple. Ça, c'est des choses dont les gens se rendent compte au quotidien, quoi. Ils voient qu'il y a quelque chose. Le plan de santé, c'est pareil. Ils voient qu'il y a quelque chose. Maintenant, pour faire du recrutement, je suis pas convaincu. Et on n'est pas assez gros, si vous voulez. Si je commence à me battre par rapport à des grosses entreprises qui ont des plans de bénéfices, je suis un nain. C'est-à-dire que et pour le coup, c'est un petit peu compliqué. OK, mais merci beaucoup pour la réponse. Je vais quand même continuer avec vous quelque peu, à savoir, outre
la main-d'œuvre, est-ce que vous avez perçu d'autres avantages qui vous démarquent de la concurrence d'avoir adopté une démarche plus verte? Est-ce que ça vous fait sortir du lot? Et si oui, est-ce que c'est plus avantageux pour vous en termes de concurrence? Alors, il y a deux choses. Il y a le consommateur et il y a le compétiteur. Les consommateurs sont en train de prendre conscience, et je dirais votre génération est en train de prendre plus conscience que la nôtre, des avantages, etc. Et c'est vrai il y a des gens qui nous en parlent, et ils nous disent « Ah bah tiens, j'ai vu que, donc je viens chez vous parce que… » Après, nous, on n'est pas… Personnellement, je m'occupe aussi du marketing de l'hôtel. Hein. Et j'ai toujours fait attention de pas… je fais attention de la façon dont je communique sur notre positionnement. Je veux que ce soit quelque chose de sincère. C'est-à-dire que je veux… la façon dont on implémente les choses, c'est juste faire de l'éducation. C'est pour que quand les gens viennent chez nous, s'ils veulent discuter avec moi, s'ils veulent discuter avec Romuald, on peut discuter, mais je ne veux pas commencer à faire du greenwashing. Et il y a des choses qui, en communication touristique, en termes de greenwashing, me rendent fou. C'est-à-dire et ça me rend fou, et je me dis que c'est le meilleur moyen de se reprendre une porte dans la figure. Que d'essayer de se servir du développement durable pour vraiment faire venir du monde. Parce que les gens ne sont pas dupes. Donc voilà. Après, il y a le côté… donc ça, je dirais, c'est le côté client. Côté compétiteur, tout à l'heure, Marius disait quelque chose, il faut savoir un petit peu s'oublier, il faut être un peu altruiste. Et je pense que c'est là où on a du mal à enclencher un petit peu la dynamique. C'est que oui, faire du développement durable, ça peut coûter un peu d'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Que quand la planète aura pris 2,5 degrés, probablement que je ne serai plus là. Mais je ne le fais pas forcément pour moi, je le fais, je dirais, juste pour… c'est un acte politique, c'est au-delà d'un acte commercial, c'est au-delà d'un acte de businessman. Oui, je suis content quand je fais des bénéfices, oui, je suis content quand j'encaisse ces bénéfices, mais je dirais que Isabelle, qui est au BNL, et moi, qui suis une entreprise privée, on doit avoir la même vocation, on doit avoir la même motivation de faire du développement durable. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour l'ensemble. Donc, et se dire, on fait du développement durable pour faire du marketing, pour aller chercher un avantage par rapport à un concurrent, je vais vous le dire comme je le pense, c'est de la connerie. Et c'est voué à l'échec. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis, parlant d'altruisme, justement, ça me faisait penser un peu au monastère et le rôle des sœurs. Puis maintenant, je veux quand même entendre Isabelle. Il nous reste 5 minutes pour notre discussion, mais je veux quand même entendre votre opinion, Isabelle, par rapport à ma première question au niveau des valeurs de l'entreprise. Est-ce que ça permet justement, comme Olivier l'a mentionné, pour vous de retenir peut-être plus d'employés? Puis en même temps aussi, si vous avez le temps de répondre au fait que vous incarnez le développement durable, vous êtes une image auprès des autres entreprises du développement durable. Est-ce que ça vous permet, on ne veut pas non plus tomber dans le greenwashing, comme Olivier a dit, mais est-ce que ça vous permet peut-être de dorer votre image? Donc, première question, vraiment plus au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, puis après ça, vous pouvez renchérir si vous le souhaitez. Je vous dirai pratiquement le mot de la fin, il reste 5 minutes. Alors, merci. Oui, je vais tenter de répondre le mieux possible à toutes ces questions. La première chose, c'est que moi, j'ai remarqué dès le début, moi, j'étais seule pour l'OBNL en 2012. Rapidement, j'ai eu des collègues là, qui sont venus m'accompagner. En 2014, on était 8. À l'ouverture en 2015, 50. Aujourd'hui, c'est plus de 120 personnes qui travaillent au monastère. Donc, vous pouvez voir en 10 ans comment ça va évoluer. Je vous disais que ce n'est pas pour rien que décidé de séparer le poste de direction générale en deux. Le monastère, c'est un petit peu compliqué. Il y a toutes sortes de facettes. Mais pour pas la rétention, mais le recrutement, moi, j'ai vu tout de suite des gens qui sont venus travailler au monastère parce que c'était le sens. C'était une question de sens. Et
Il y a des gens qui ont diminué de salaire pour venir travailler au monastère. Il y a des, puis moi, je parle, là, au départ, c'était de la direction, là, c'était le comité de direction que je formais. Puis après ça, bien, ça s'est répandu à travers l'entreprise. Donc, énormément de gens viennent au monastère parce que pour eux, ça apporte un sens, le bien-être, tout le développement durable, tout ce qu'on met en place. Donc, pour nous, le recrutement, je dirais que oui, ça a favorisé le recrutement. Et puis, bien, la rétention, on travaille très fort aussi pour, évidemment, comme toute entreprise, retenir nos employés. Mais tout à l'heure, Marius parlait de vision collective. Alors, nous, on travaille très fort on a des messages qui vont toujours dans ce sens-là. On amène tous nos employés à voir où on s'en va dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça les touche énormément, puis ça leur permet de se mobiliser aussi. Et ils voient que leur travail, ben, c'est beaucoup plus grand qu'eux. Donc, ils font partie d'une œuvre collective. Et c'est vraiment comme ça qu'on aborde la culture d'entreprise. Toute la culture d'entreprise est tournée autour de ça. Récemment, rapidement, je parlais de recrutement au niveau de la direction, puis après ça a percolé à travers tout le reste, là, à travers les années. Mais récemment, pendant la pandémie, il y a quelqu'un à l'entretien ménager qui magasinait un poste, puis qui finalement est arrivé, parce que vous le savez, maintenant, les gens magasinent leur poste et qui est venu nous dire, ben finalement, c'est vous que je choisis, parce qu'il y a le sens qui est beaucoup plus grand qui m'apporte vraiment beaucoup quelque chose, moi, personnellement. Donc, ça, c'est un exemple très concret qu'on vient de vivre là, il y a 2 ans avec un employé qui nous a choisis à cause du sens et ce que ça lui apporte personnellement de participer à quelque chose qui est plus grand que lui. Donc, comme je disais, c'est une œuvre collective. Fait qu'on on fait beaucoup de mobilisation autour de ça. Je dirais aussi, moi, je suis très d'accord avec les propos d'Olivier par rapport à l'authenticité de la démarche. On pourra, que ce soit du recrutement, de la rétention ou encore se démarquer de la concurrence, les gens voient si c'est authentique ou ça ne l'est pas. Et c'est l'authenticité qui va nous démarquer. Et plus on va être de gens dans l'authenticité, plus on va être d'hôteliers dans l'authenticité, plus la destination va être gagnante. Fait que pour moi, ce n'est pas une question de concurrence puis se démarquer, mais en fait, ça va être de se démarquer de la concurrence internationale et des autres destinations. Parce que je pense que plus on va être d'hôteliers à emboîter le pas, plus on va être capable de se démarquer comme destination et de travailler ensemble aussi. Moi, je crois beaucoup à la coopération plutôt qu'à la concurrence. Et finalement, les tendances le disent, hein? Donc les tendances s'en vont vers là, puis les consommateurs vont choisir des entreprises qui ont à cœur l'éco-responsabilité, mais aussi la responsabilité sociale. Donc, je pense que c'est un incontournable, puis il faut aller faire cette démarche-là. Merci Isabelle pour ces beaux mots. J'en retiens l'altruisme et également l'authenticité. Donc, je pense que c'est un mot à retenir pour tout le monde, autant en tant qu'individu qu'en tant qu'entreprise. Je pense que c'est le chemin, la voie à prendre pour amener vers un monde meilleur. Donc, ça met fin. Merci beaucoup à vous trois, à notre table ronde. Maintenant, nous avons du temps réservé aux questions. Je vois la boîte de chat et on a plusieurs questions. Non, on n'a aucune question? OK, on n'a pas de questions. OK, parfait. Mais c'est ma collègue Jordan qui s'occupe des questions. Pour ça. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de l'écran pour nos invités. Et puis, on va pouvoir vous répondre. Donc, allez-y sans plus tarder. Sinon, en attendant, j'ai dit que le panel était terminé, mais si jamais il n'y a personne, je pense que ça peut être bénéfique de continuer peut-être avec une dernière question pendant le temps que les gens nous répondent pour alimenter le tout. Donc, ça serait pas mal ma dernière question pour aujourd'hui, pour continuer notre panel. Maintenant qu'on le sait, ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous envisagez d'aller plus loin? Tantôt, Olivier nous a laissé quand même un peu d'indices à savoir quels étaient ses objectifs.
Mais Isabelle, pour ce qui est du monastère, est-ce que tu veux nous faire part de quelles sont la vision peut-être d'entreprise, sans nécessairement rentrer dans un plan stratégique, là, mais bref, qu'est-ce qui s'en vient pour le monastère en termes de durabilité? Moi, je pense que c'est jamais terminé. On peut toujours faire mieux. Puis, un de mes mandats que je me donne pour en 2023, c'est de pousser la machine encore plus loin. Donc, la carboneutralité ou quoi que ce soit, j'entendais Olivier parler de ça. Nous, on n'est pas là encore. Et je pense qu'il reste beaucoup à faire. Alors, le développement durable va être un des chantiers majeurs, qui va continuer à être un des chantiers majeurs pour le monastère. À plusieurs égards. Donc, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. Et puis, il faut s'investir là-dedans, c'est sûr. Donc, c'est une des facettes là, du développement stratégique du monastère. Et j'avais quelque chose à dire. Je l'ai oublié. L'idée m'a échappé. Elle va peut-être me revenir. Fait que je vais laisser Olivier ou continuer là-dessus. Mais bref, on va continuer. Ah oui, je viens de retrouver mon idée. On va aussi faire de la recherche au monastère. Donc, c'est un volet qui nous tient à cœur également. Donc, on se lance dans la recherche. Et afin de voir de la recherche, mais ça, c'est plus sur le volet social. Ouais. Donc, pas sur le volet environnemental, mais sur le volet social. Donc, on s'en va là-dedans. C'est une facette importante pour nous au niveau de l'avenir. Et encore une fois, on poursuit encore la lignée des sœurs. C'était les soins, l'éducation, la recherche. Donc, la recherche, pour nous, c'est important. Puis, c'est pour de la recherche pour améliorer les produits et services, mais pas juste du monastère, pour faire aussi ce partage et ce transfert de connaissances-là à d'autres. Donc, ça fait partie de notre mandat qu'on s'est donné. Merci. Et Olivier, pour vous, on parlait de carboneutralité, mais tantôt, vous êtes allé un peu plus loin. Parlez-nous un peu de ce qui s'en vient pour Hôtel Nomade. Disons, on va aller chercher en fait l'éco-performance, puis le zéro carbone. Ça, c'est les deux grosses étapes, les deux gros pointeurs. Je pense qu'on sera... Si on peut, on va essayer de les mener de front. Par contre, il y a des questions de finances là derrière. Par contre, ce que je veux dire aux personnes qui nous écoutent, et puis ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut pas être 100% vertueux du jour au lendemain. Et si j'ai un conseil à donner, c'est commencer par un bout. Il y a des gens comme Marius, comme vous, comme par exemple, moi j'ai travaillé avec LCL Environnement pour la certification, etc., où il y a des gens qui sont très qualifiés pour aider, pour nous aiguiller sur un certain nombre de choix, etc. Il faut commencer par un bout. C'est se dire, OK, il faut se dire, OK, c'est à moi de jouer, c'est à moi de faire ma part. J'ai une part à jouer dans ce combat-là, ça me parle, il faut que j'y aille. Puis trouver un bout de la ficelle qu'on va être obligé de détricoter, et puis y aller. Et puis se dire, voilà, il y a des choses, par exemple, moi en tri, je suis pas super bon. On est bon, si vous voulez, on fait du tri post-séjour, c'est-à-dire que c'est les femmes de chambre qui font le tri, parce que j'avais pas envie, j'ai des petites chambres, j'avais pas envie que mes chambres sur lesquelles on fait des efforts de déco assez pointus, j'avais pas envie que mes chambres se transforment en centre de tri. Alors, j'ai pas mis 3 poubelles, par exemple, dans les chambres. Par contre, les femmes de chambre font le tri derrière. On pourrait optimiser. Il y a des choses comme ça. On parlait tout à l'heure de l'éco-performance. Donc, il faut y aller étape par étape, chantier par chantier, en fonction de son temps, en fonction de l'argent qu'on est prêt à investir, et se dire que quoi qu'on fasse, ça ne peut pas faire de mal. Donc, voilà. Merci, Olivier. Merci pour ce conseil judicieux. Et en parlant justement de conseils, pour terminer, je vais laisser la parole à Marius, à savoir, avez-vous un conseil à donner pour une entreprise qui décide de se lancer en démarche rapidement? Oui, les conseils ont été très bons. Moi, j'irai sur de l'analytique qui va permettre de faire ressortir ce qui bloque, les bloquants actuels. Là, la Chambre de commerce de Montréal a fait un sondage auprès de l'ensemble pas que mais au Montréal métropolitain, mais de l'ensemble des PME québécoises. Puis ce qui est ressorti, c'était le manque de personnel qualifié,
la complexité de la mise en œuvre et les ressources financières insuffisantes. Puis ces 3 leviers-là, ils peuvent être, pour blocage-là, ils peuvent être levés facilement. On a le fonds EcoLeader qui existe depuis 1 an, qui va être renouvelé, puis il y a des discussions avec d'autres fonds en ce moment pour pouvoir donner de l'accès à du financement assez facilement. Pour en avoir vu beaucoup des subventions, le fonds EcoLeader est quand même assez facilitant. Il y a aussi des fonds régionaux, des fonds sectoriels, des fonds industriels qui existent sur plein de sujets. L'aspect de manque de personnel qualifié, il y a des expertises qui existent, des experts et expertes de domaines dans lesquels nous sommes est en forte croissance. Puis, n'hésitez pas à aller chercher aussi des stagiaires dans ces domaines-là. Nous, on reçoit, à chaque fois qu'on ouvre un poste, on reçoit entre 60 et 70 CV. Les gens qui sortent d'école avec des bacs et des maîtrises qui veulent faire des projets. Bon, c'est différent pour des jobs d'entrée, mais des bacs et des maîtrises cherchent ce genre de projet-là. Donc, un stage en développement durable, etc., pour vous aider. Et finalement, la complexité de la mise en œuvre, vous l'avez entendu par Olivier et Isabelle, c'est allez-y, tu parles. Je pense que c'est lancez-vous, puis prenez le temps de bien réfléchir les choses et de chercher qu'est-ce qui a du sens pour vous avant de pouvoir communiquer. Ça, c'est un autre conseil que j'ai pour éviter ces écueils de greenwashing. La régulation va arriver au Canada sous peu par rapport à ça. Donc, en Europe, on le voit là avec des Ryanair qui se sont fait mettre en justice par rapport à du greenwashing. Donc, prenez le temps de bien réfléchir, qu'est-ce qui est important pour vous et faites-le bien, puis ensuite vous communiquerez. Et vous allez voir, vous en tirerez des bénéfices qui dépasseront l'aspect économique. Le soir, vous dormirez mieux. C'est ça. Merci. Oui, Olivier, pardon. J'y vais 100% d'accord avec la conclusion. Merci, justement, très belle conclusion. Et en fait, il n'y a toujours pas de questions dans le chat. N'hésitez pas si jamais, mais on se dirigerait tranquillement vers le mot de la fin. Donc, notre heure de webinaire se termine. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir assisté à cette expérience. Merci à nos invités, à Olivier, à Isabelle, à Marius, d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas non plus, Jordan et moi, nous sommes là pour vous aider à nous contacter. Justement, Marius a parlé du fonds EcoLeader qui va revenir probablement. Donc, nous sommes là pour la région de la capitale et nous sommes là aussi si vous êtes ailleurs au Québec pour vous rediriger vers votre agent. Voilà. Merci encore une fois. Puis je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Puis un joyeux temps des fêtes, je pense qu'on peut commencer à se le dire. Hein? On est rentré dans la magie des fêtes, une période très importante pour nos hôteliers et hôtelières. Donc, bonne fête à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.